Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte sans détour l'actualité ivoirienne et les enjeux politiques de l'Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les faits, nous posons les vraies questions et nous donnons les clés pour comprendre ce qui se joue dans notre société. Si vous voulez rester informé et ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat sur un sujet crucial. Les droits des femmes en Côte d'Ivoire sont-ils réellement respectés ou ne sont-ils qu'un discours ? Cadre des instruments internationaux. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux instruments internationaux qui consacrent les droits de la femme. Je voudrais citer la Convention internationale sur les droits de la femme. Je voudrais citer le protocole de Maputo également qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire. Et au niveau national, la Constitution de 2016 qui consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Et en vertu de toutes ces dispositions, les lois nationales ont été prises. En total, environ une douzaine de lois qui ont été prises. On peut citer pêle-mêle, Dr Kodjo aura l'occasion d'approfondir ces questions. On peut citer pêle-mêle la réforme du code pénal qui a permis de définir ce que c'est que le viol. On peut également citer la réforme de la loi sur le mariage qui a institué l'autorité parentale, qui a institué également le droit à la succession du conjoint survivant. On peut citer la réforme sur le nom qui permet à la femme mariée de conserver son nom en y adjoignant épouse le nom de son mari, qui permet à la femme également de transmettre son nom à l'enfant. On peut citer également des réformes sur la filiation, qui permet à l'enfant de conserver sa filiation, même s'il est un enfant adultérin. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites, et je voudrais également citer la loi de 2021 sur les violences domestiques, qui permet de protéger les conjoints, les personnes qui vivent des violences dans un milieu, dans un foyer, dans un milieu domestique. Donc, beaucoup de réformes ont été faites qui ne sont pas des réformettes. Ce sont des réformes structurelles qui touchent à la revalorisation de la dignité de la femme. D'accord. Docteur Marie-Paul Kodjo, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Pas grand-chose. Je parlerai peut-être de la loi sur le quota, qui est quand même une loi très importante pour les femmes, quota de 30%. Nous nous sommes battus pour avoir ces 30%. Et je parlerai aussi, même si ces 30% dans la mise en œuvre reste encore un défi, Madame la bâtonnière a parlé de la Constitution, dans ses 3 articles spécifiques, 35, 36, 37. C'est une avancée aussi. Elle a parlé du Code de la famille. Vous savez que maintenant, l'homme n'est plus seulement le chef de famille. Il n'a plus la puissance parentale. Paternelle, pardon. Et puis aussi, c'est ensemble qu'on choisit le domicile. Voilà, donc ce sont des avancées majeures quand même, parce que pour moi, on va de la théorie à quelque chose de concret. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il y a la loi sur le foncier qui permet aux femmes d'hériter, et ce qui n'était pas le cas. Je sais que jusqu'à un passé récent, il y avait, je crois, près de 200 femmes qui avaient eu leur certificat foncier. Si je ne m'abuse, hein, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est aussi une avancée. Elle a parlé des violences domestiques, les MGF qui sont maintenant pénalisés, le viol qui est criminalisé, même le harcèlement. Hein. Donc, le harcèlement ou sur le lieu du travail, à l'école? Sexuel, pardon. J'aurais dû préciser le harcèlement sexuel. Donc, pour nous, au niveau du CNDH, qui recevons régulièrement les citoyens, puisqu'on a un rôle non seulement de conseiller le gouvernement, mais dans ce conseil, nous avons la partie promotion, protection et défense. Dans la partie promotion, nous faisons donc de la sensibilisation, etc. Mais dans la partie protection, nous recevons les citoyens qui viennent nous voir parce qu'il y a eu des violations de leurs droits. Et nous référons par la suite, on les accompagne. Et puis nous avons aussi l'ancrage territorial à travers nos 31 commissions régionales des droits de l'homme. Nous sommes dans chaque chef-lieu de région pour être plus proche des populations. Et je vous assure que ça impacte beaucoup. Alors, le CNDH travaille énormément. Je ne dis pas ça parce que j'y travaille, mais nous travaillons par exemple, le 8 mars. Souvent, on nous dit, vous avez posé la question à Madame la bâtonnière en disant qu'est-ce que le 8 mars vous rappelle. Juste revenir sur l'essence même du 8 mars. C'est vrai que, comme Madame la bâtonnière l'a dit et Docteur Kodjo l'a dit également, c'est vrai que c'est à la fois une célébration des acquis, mais en même temps, il ne faudrait pas que la célébration prenne trop de place au point de nous éloigner de l'essentiel
qui est vraiment de revoir la situation de la femme et à quel niveau nous sommes, qu'est-ce qui nous reste. Parce que c'est vrai qu'en théorie, il y a des avancées. La pratique, il y a un gap entre la théorie et la pratique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce gap. Le temps pour nous de regarder ce reportage de la rédaction de NCI sur la célébration officielle de la journée du 8 mars en Côte d'Ivoire. Place à Doudabobo en effervescence. Sur les lieux, ce samedi 7 mars 2026, des femmes enthousiastes de l'évolution de leurs droits dans la société ivoirienne. À leur côté, la première dame, Dominique Ouattara, venue partager leur joie en ce jour de célébration officielle de la 49e journée internationale des droits de la femme. Notre maman Dominique Ouattara. Merci, maman Dominique. À ces témoignages poignants, des officiels ajoutent leur voix, mettant en exergue les résultats tangibles du FAFSI dans la vie des femmes. Madame la première dame, votre cœur est un refuge pour les plus vulnérables, pour les démunis. Et toute la Côte d'Ivoire vous exprime sa gratitude pour vos actions de solidarité, de plaidoyer et de proximité. Vous portez avec dignité la voix des femmes les plus vulnérables de Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Se réjouissant des acquis, la fondatrice du FAFSI estime que des défis demeurent, appelant alors à garder le cap pour plus de bénéficiaires. Je voudrais donc encourager chacune d'entre vous à poursuivre vos efforts avec courage. Vous êtes les piliers essentiels de vos familles et le moteur de nos communautés. Merci de continuer à vous battre pour votre avenir. Vous avez tout mon soutien et toute mon affection. Vous, quel est votre regard donc, sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire de façon générale? Merci beaucoup, Evelyne. Et en tant qu'homme politique, je voudrais en tout cas exprimer toute ma satisfaction d'avoir entendu tout ce que je viens d'entendre de la part de mes sœurs qui se sont exprimées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a fait ce qu'il faut faire pour promouvoir les droits des femmes au niveau législatif, au niveau juridique. Et en tout cas, l'arsenal juridique est en place. Maintenant, l'application, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce qu'il faudrait quand même qu'on mette l'accent sur la sensibilisation. Et quand on connaît le fonctionnement de notre société, il ne faudrait pas se dire on a voté les lois existent. Et il faut aider le gouvernement à les faire appliquer, que chacun soit le gendarme de son voisinage. Comment? Afin que... Il faut dénoncer les travers, parce que les droits ne peuvent pas être bafoués à notre vue, et puis on ne le signale pas. Quand on ne le signale pas, on est complice. Donc moi, je pense que l'État a fait sa part, et l'État continue de veiller sur les droits de l'homme d'une façon générale, mais particulièrement sur le droit des femmes. Mais il appartient à chaque citoyen de participer aussi à cette lutte pour la promotion des droits des femmes en dénonçant tout ce qui va à l'encontre de la protection des droits individuels et collectifs. Professeur Dion Simplice. Je n'ai pas l'avantage d'être homme politique. Vous avez l'avantage d'être enseignant, d'être philosophe. Et c'est sous cet angle-là que je regarde cette célébration et cette commémoration. Okay. J'ai eu l'honneur d'être invité par le ministère de la Femme, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour dire une conférence à l'occasion du lancement justement de la Journée internationale de la femme. Je pense avoir eu l'occasion de dire aux femmes qui étaient là que le 8 mars n'est pas simplement, comme Maître et Dr Kodjo l'ont rappelé tout à l'heure, une simple commémoration calendaire. Ça va au-delà. Pour moi, toutes les fois qu'on parle de 8 mars, c'est un examen de conscience de chaque Ivoirien sur le sort qu'on réserve à la femme et à la fille. C'est cet exercice-là qu'il faut faire. Où en sommes-nous? Oui, nous sommes dans la construction d'une grande nation. Je leur ai rappelé, et j'ai essayé de rappeler à l'État que la grandeur d'une nation, ça se mesure aussi à la manière dont cette nation traite les femmes et les filles, c'est-à-dire ses couches vulnérables. Quelle réponse la Côte d'Ivoire peut donner aujourd'hui si on lui pose la question « Comment, Côte d'Ivoire, traites-tu tes femmes et tes filles ?» Deuxième chose, quand on parle des droits de la femme, c'est vrai qu'il y en a que ça irrite. Parce qu'on voit ça sous un angle d'opposition entre tradition et modernité, entre hommes et femmes. Mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Quand on parle des droits des femmes, on se pose une question très simple et très claire. Comment notre société s'organise pour assurer la sécurité et la dignité de la femme? En philosophie, nous avons l'avantage d'avoir deux concepts. Le concept de capacité et le concept de capacité. La capacité dit ce qui est formel, le droit formel. La capacité dit
est-ce que j'ai les moyens, les ressources et est-ce que les conditions existent pour que j'ai droit effectivement à mes droits? La question nous est posée. C'est pourquoi nous avons tout l'arsenal juridique, toutes les lois qui sont là, mais est-ce que la femme vit véritablement ces lois? Est-ce que la femme ne sent pas que la justice est lointaine, que la justice est coûteuse et que la justice est intimidante pour elle? Si on arrive à répondre à ces questions et à les aligner, je crois qu'on est en plein dans la problématique. Très bien. Traoré Sidney Sidiki. Je crois que dans un premier temps, il faut saluer l'État de la Côte d'Ivoire. Notre État a pris en fait tout cet arsenal juridique en connaissance de cause. C'est parce que l'État a évalué la condition de vie des femmes que l'État prend justement toutes ces lois pour que leurs conditions de vie soient améliorées. À partir de cet instant, il faut se dire que le cadre est donc créé pour que les femmes puissent être plus épanouies. Mais seulement il leur revient alors de comprendre que les lois sont désormais de leur côté. Comment est-ce qu'elles-mêmes, elles s'approprient ces lois? Je pense que la problématique est là. Et c'est ce qu'il faut traiter en réalité. Le cadre existe, mais est-ce que la femme elle-même qui doit bénéficier de ce cadre s'est suffisamment imprégnée pour se prendre en compte par rapport justement à ce cadre? Et tout le problème est là. Je me dis, il faut alors un temps. C'est un temps de carence qu'il faut. Voilà pourquoi il faut être patient avec justement cette façon de fonctionner, dans la mesure où ces lois-là qui sont prises, vous allez voir, elles vont généralement à l'encontre des us et coutumes que nous avons l'habitude de pratiquer. Ce qui fait que leur intégration nécessite quelquefois qu'il y ait du temps. Et je pense que nous aurons l'occasion de rentrer en détail là. Bien sûr, us et coutumes, je note et je me tourne, je reviens vers ma droite. Vous interrogez donc la responsabilité des femmes. Mais avant d'aborder peut-être ce point, j'aimerais emprunter les mots de professeur Dion. La justice est-elle accessible? Est-elle moins coûteuse? Et en parlant de coûts, est-ce que ce cadre juridique qui a été mis en place est respecté, Maître Léon? Je pense que là, vous touchez au cœur du sujet. On a effectivement un arsenal juridique qui est aligné sur les standards internationaux. Maintenant, il se pose un problème d'effectivité et d'application de ces lois en faveur des femmes. La première difficulté, c'est que les femmes ne savent même pas quelles sont les lois qui ont été prises en leur faveur. Si vous interrogez une femme, si vous faites un exercice de micro-trottoir, peu de femmes savent les dispositions qui ont été prises par le législateur en leur faveur. Donc, on a un problème de communication et de vulgarisation de ces tests. Une fois que cette étape est franchie et que les femmes sont informées de leurs droits, la question cruciale qui se pose est celle de l'accès à la justice. Et c'est d'ailleurs le thème de cette journée, droit et justice pour toutes les femmes et les filles, agir pour toutes les femmes et les filles. C'est la question de l'accès à la justice. Le professeur Dion l'a dit, la justice est intimidante. La justice coûte cher. Et la justice se heurte souvent à des difficultés, à des pesanteurs sociales qui font que les femmes sont découragées. Quand elles veulent aller en justice, quand elles veulent aller porter plainte contre leur bourreau, c'est elles qui deviennent les coupables. On leur dit, tu veux mettre en prison le père de tes enfants. Tu veux mettre en prison ce harceleur qui est le chef d'entreprise, qui fait vivre une entreprise. Et donc, il y a d'abord ce frein social-là. La femme se trouve seule à devoir lutter contre toutes ces contraintes sociales qui lui sont faites. Lorsqu'elle a eu le courage de franchir cette étape, il faut maintenant qu'elle aille en justice. Et vous savez que la justice a un coût. Il faut payer les frais de commissaire de justice, il faut payer les frais d'un avocat, il faut aller se déplacer lorsque vous êtes loin des tribunaux, il faut aller devant le juge. Lorsque l'affaire est renvoyée, il faut revenir une fois, deux fois, trois fois. Et très souvent, les femmes abandonnent en cours de route parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles ne sont pas accompagnées et parce qu'elles ne peuvent pas continuer, ce qui s'apparente bien souvent pour elles à un chemin de croix. Donc, ce qu'il fait qu'en réalité... Le mot est bien fort. Hein. Oui, le mot est bien fort, il est à dessein. Ce qui s'apparente en réalité, on a des tests et quant à leur application, on a maintenant des difficultés. Je voudrais vraiment vous donner des chiffres. Allez-y. Pour qu'on comprenne bien ce de quoi on parle. Le ministère de la Famille a dit que sur les violences, les viols et les violences pour l'année 2024, on a dénombré 9400 cas de viols sur les femmes. Nous, au barreau de Côte d'Ivoire, nous sommes commis d'office pour assister les personnes qui sont accusées de viol. Lorsque vous êtes accusé de viol, l'État vous désigne d'office un avocat et les frais sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons donc à notre niveau mis en place des statistiques pour qu'on sache exactement de quoi il est question. Et pour l'année 2025-2026, le barreau de Côte d'Ivoire a noté
que nous avons été saisis de 751 infractions pour défendre les accusés. Sur les 751 infractions, nous avons relevé 451 cas de viol. C'est-à-dire plus de la moitié des infractions que les avocats ont à défendre au titre de la commission d'office. Sur ces 451 cas de viol, vous avez 251 cas de viol de mineurs. Donc, rapportez ces chiffres aux chiffres du ministère de la Famille, où on vous dit qu'il y a 9400 cas de violence ou de viol faites aux femmes. Nous, on a été saisis en réalité que de 400 cas. Pour défendre les accusés, après on aura, si vous nous permettez, pour parler des victimes qui ne bénéficient pas de cette commission d'office. Donc, vous voyez qu'il y a une déperdition. Les 9000 cas, 451 sont traités par voie judiciaire. Et les autres, qu'en a-t-on fait? Comment a-t-on protégé leurs droits? Comment ont-elles obtenu justice? Donc, il y a un véritable problème sur l'accès à la justice. Et ce problème est réglé en réalité partiellement, je veux dire, depuis 1972. Il y a un mécanisme qui est prévu en Côte d'Ivoire, qui est celui de l'assistance judiciaire, qui existe dans notre code de procédure civile, qui permet aux personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources de bénéficier de l'assistance judiciaire. C'est un autre sujet, mais est-ce que c'est vraiment appliqué? Je vais en parler rapidement, après on aura l'occasion d'approfondir. Justement, ce n'est pas appliqué. En tout cas, c'est peu connu et peu appliqué. Toujours dans les cas des statistiques de l'Ordre des avocats, au titre de l'année 2025, nous avons eu 54 ordonnances de désignation des avocats. 54 avocats. Sur toute l'étendue, en tout cas sur toute l'étendue du territoire, nous avons été sollicités pour désigner 54 avocats pour accompagner des justiciables gratuitement, en tout cas payés par l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est à la limite dérisoire. 54 avocats, alors qu'il y a des problèmes de ressources, les gens n'ont pas les moyens pour se faire assister devant les juridictions. Et nous avons que sollicité que 54 fois et nous avons désigné des avocats pour accompagner ces personnes.